don't always get to choose in this life, win and lose in this life, but I'ma prove in this life, we can move in this life. Christine Gratton, bienvenue au podcast. Merci. Comment on se sent? On se sent bien. Sent bien? Oui. Ouais, pas peur. Tu viens de où ce matin? T'es parti de où? De la Rive-Sud de Montréal. Okay. Parfois, je viens de l'Estrie, mais là, je viens de la Rive-Sud, donc je n'étais pas trop loin. All right. C'est ton premier podcast? Non, en fait, j'ai fait des podcasts, mais à distance. Ouais. Mais c'est mon premier podcast en personne, donc je suis bien emballée. Pas trop stressé? Pas trop... Pas du tout. Non. C'est ça, c'est le but du podcast, c'est que ça soit naturel. Je veux pas te mettre de pression non plus. Puis, tu vas voir, c'est très humain, il n'y a pas de problème là-dessus. Fait que présente-toi, prends le temps de te présenter à l'audience. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu manges en hiver? Yes! Qu'est-ce que je mange en hiver? Une chance que c'est pas l'hiver encore. On n'est pas prêt pour ça. Non, c'est ça. Donc, moi, je suis phytoaromathérapeute. Je sais que tu voulais le mentionner tout à l'heure. Oui, donc, 100%. Je suis à la base thérapeute. Je suis spécialisée en aromathérapie, herboriste, olfactothérapeute également. J'ai fondé une école d'aromathérapie en 2021. Donc, je suis également fondatrice de Vivace Holistique. OK. Qu'est-ce qui t'a amené à rentrer dans ce domaine-là? Aïe. À la base, c'était des problèmes de santé. Donc, tu t'attendais pas à ça? Hein? Non, c'est basé... OK, je comprends. J'avais des problèmes de santé, puis la médecine traditionnelle ne trouvait pas vraiment ce que j'avais. Puis, on me disait que c'était peut-être dans ma tête, que je devais aller voir... anxieux ou mentaux? Pas du tout, en fait. C'est juste la façon que la médecine traditionnelle fonctionne. Lorsqu'on a une problématique, on va décortiquer par système. Donc, tous les tests étaient beaux, il n'y avait absolument rien. Donc, c'était pour eux, tout était correct. Donc, j'ai voulu trouver la source là, de mes douleurs, disons-le comme ça. Donc, j'ai commencé à regarder ce qui était disponible sur le marché, donc ce qui était alternatif. Je suis tombée dans la médecine alternative, santé au naturel, médecine complémentaire qu'on appelle aujourd'hui médecine intégrative. Puis, j'ai vraiment trouvé un grand réconfort, puis vraiment des solutions là, à mes douleurs. C'est vraiment par curiosité personnelle. Ouais. OK, tout simplement. Ouais. Puis tu as décidé de développer ça ou d'offrir justement de l'éducation par rapport à ça, at large? Exactement. Donc, moi, j'ai commencé à m'y intéresser. Puis, étant une personne un peu tout ou rien, lorsqu'on trouve quelque chose qui nous passionne, c'est comme on a envie d'aller all out. Puis, à un moment donné, j'ai vraiment trouvé quelque chose d'intéressant. Je me suis dit, je dois partager ça au plus grand nombre parce que si moi, ça peut m'aider, bien, ça va sûrement aider plusieurs autres personnes. Donc, j'ai voulu commencer à partager ça. Très cool. Tu peux-tu rentrer un petit peu plus en détail entre les différences de la médecine traditionnelle versus la médecine alternative? Ben oui. La médecine traditionnelle, c'est lorsqu'on va chez le médecin. Donc, lorsqu'on a 5 minutes pour dire ce qui va pas. Non. Ce qui va pas, ouais. Je fais des blagues, mais j'apprécie beaucoup la médecine traditionnelle. Évidemment, aujourd'hui, on peut pas juste se fier sur les médecines complémentaires. Si on se casse un bras, ben c'est l'hôpital. Ça reste le bras est brisé. Là, ça reste l'hôpital. Ouais. Donc, c'est des façons de voir l'être humain qui sont complètement différentes. Tandis que la médecine complémentaire, bien, ça va être notre ostéopathe, notre acupuncteur, notre herboriste, la naturopathie. Donc, c'est vraiment tout ce qui est vu comme complémentaire. Mais aujourd'hui, de plus en plus, ces deux médecines vont se scinder, ce qu'on appelle la médecine intégrative. Puis c'est ça qui est magnifique parce que le médecin ne peut pas toujours tout solutionner. Donc, parfois, il dit, bien, voici ce que j'ai fait de mon bord. Puis on peut aller avec notre herboriste de quartier pour compléter avec autre chose, parce que notre médecin, il n'est pas là pour parler du mode de vie, puis de l'alimentation et tout ça. Donc, on doit compléter avec autre chose. Donc, pour moi, ça fait sens. As-tu un exemple, mettons, à nous donner pour l'audience de les limitations, peut-être, de la médecine traditionnelle? Bien, l'alimentation, c'est une des limites. Sinon, si j'ai une douleur physique, évidemment, bien, il va m'envoyer voir... eux autres sont très physiothérapeutes ou l'ostéopathe. Donc, eux, ils ne vont pas pouvoir regarder au niveau mécanique ce qui se passe là, au niveau de mes muscles. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est détraqué? Donc, ils ont plusieurs limitations, évidemment. Là. OK, oui. Fait que le nouveau terme, c'est la médecine intégrative. Intégrative et même, je dirais, la médecine fonctionnelle. Donc, je vais même te mélanger un peu plus. Vas-y fort. Donc, il y a certains médecins au Québec, pas beaucoup, qui ont été étudiés la médecine fonctionnelle aux États-Unis. Donc, par exemple, si je veux tester
mon fer, ben mon médecin il va me dire ton fer est correct, tandis que le médecin fonctionnel va pouvoir me dire le fer il est OK selon la médecine traditionnelle, mais tu es trop basse selon les normes. Nous, on va aller t'optimiser. Donc même la médecine traditionnelle est en train d'évoluer aussi. Est-ce que tu dirais que c'est un petit peu plus développé, dans le fond, cette science-là, au l'autre bord de la frontière, aux États-Unis? As-tu beaucoup plus de recherches, d'études? Évidemment, là, je veux dire, c'est un plus grand bassin de population, mais trouves-tu qu'on est un petit peu en retard au Québec, Canada, par rapport C'est à ça? la grande question, Ouais. en fait. Moi, je travaille beaucoup avec la France et l'Europe, puis souvent, on pense OK. qu'eux sont développés, Ouais, c'est ça. mais eux pensent que nous, on est développés. Mais je pense que la médecine fonctionnelle vient des États-Unis, donc ils ont des instituts, ils vont former les médecins. Comme, par exemple, en Ontario, juste à côté de chez nous, il y a des médecins naturopathes. Donc, ils sont des naturopathic doctors qu'on appelle. Donc, eux, ils sont des docteurs en naturopathie. Fait qu'ils ont un doctorat en naturopathie. Oui, OK. et c'est vraiment reconnu. bon. C'est Vraiment. intéressant. Puis reconnu en Ontario, au Québec, Non, tu vois, c'est fou, hein, une province de différence. vraiment. On pourrait commencer beaucoup de débats là-dessus. Ben, non, mais c'est intéressant de parler de ça. Pourquoi tu penses qu'il y a pas de reconnaissance au Québec par rapport à ça? Ouf, c'est une bonne question qu'on pourrait adresser aux naturopathes, mais je sais pas. Ça pourrait Niveau être, légal, probablement, tu sais, niveau législation. légal, lobbying, Ouais. les pharmaceutiques peut-être. Ah, peut-être, En même temps, on doit aussi faire en sorte que nos écoles aussi sont standardisées. Donc aujourd'hui, malheureusement, quelqu'un peut prendre un week-end de formation et dire qu'il est dorénavant naturopathe. Donc ça l'aide pas la profession. De plus en plus, on a 2 grandes écoles au Québec qui travaillent fort à vraiment législérer tout le domaine. Donc je pense que c'est un travail de longue haleine, en fait. Puis même la France et l'Europe ont aussi ces difficultés-là. On n'est pas tout seul, là. On n'est pas tout seul là-dedans, oui. Mais ça part pas, là, mais le métier de sexologue, ça, c'est une des reconnaissances au Québec. Je pense qu'on a un pied d'avant par rapport à ça, que dans d'autres pays, ce n'est pas reconnu. T'sais. Fait que ça, ça dépend des métiers, justement. C'est des précisions qu'on pourrait demander à M. Legault, qu'est-ce qui se passe avec ça. Ouh, oui. Mais c'est intéressant. Comment quelqu'un peut s'éduquer ou s'informer sur la médecine intégrative? Moi, je dis toujours, il faut savoir ce qui nous intéresse parce que souvent, les gens veulent entrer là-dedans. Mais il y a tellement de différentes disciplines que moi, je vais toujours proposer aux gens qu'est-ce qui vous intéresse, puis essayer des cours d'introduction. Puis si vraiment ça vous parle, bien, allez plus loin là-dedans. Parce que c'est quand même des formations qui sont au privé. Donc, c'est quand même assez coûteux. Donc, ça dépend ce qu'on a envie de faire aussi. Souvent, les gens vont me dire quelle formation, mais qu'est-ce que tu veux faire? Est-ce que tu veux te soigner, toi, tes proches? Tu veux intégrer ça dans ta discipline? T'es-tu massothérapeute? Tu veux faire une reconversion de carrière? Ça dépend vraiment. Ça dépend de tes objectifs. Oui. Puis toi, comment tu... Parce que oui, ça t'aide personnellement. Comment tu aides les gens autour de toi? Est-ce que ta famille, justement, c'est sûr que tu en parles, mais comment tu les introduis par rapport à ça? En fait, aujourd'hui, ça fait partie de moi. Donc, ça fait déjà plus de 10 ans que je suis dans le domaine de la santé au naturel. Donc, comment j'aide ma famille? Bien, ma famille savent qu'ils peuvent me venir avec une question puis ils vont avoir un conseil. Mais la façon que je pense que je peux aider les gens aujourd'hui, c'est vraiment en enseignant. Donc, en transmettant mes connaissances, ma passion, puis vraiment de le faire au-delà du Québec. Donc, aujourd'hui, j'ai eu la chance après 10 ans, d'être reconnue un peu comme experte avec une expertise. Oui. Puis c'est ce que je trouve beau de pouvoir transgresser les frontières puis d'aller au-delà pour vraiment faire un partage qui est outre-mer. Mais vu que c'est pas reconnu, tu sais, au niveau de la société, pas de la société, mais plus gouvernementalement parlant, penses-tu que les gens ont une... Bien, c'est sûr qu'ils sont méconnus de ce domaine-là. Penses-tu qu'il y a des billets négatifs, d'une perception de ce domaine-là qui dit « Ah, mettons, t'as mon oncle Richard qui dit hey, c'est pas un vrai métier. » tu sais. Bien, tout à fait. Comment tu réponds à ces commentaires-là? Bien, en fait, il faut toujours que ça vienne de la personne. Donc, nous, on n'est pas là pour convaincre quelqu'un. Si quelqu'un a une certaine problématique, oui, moi, je peux faire des propositions, mais si j'ai quelqu'un de fermé, j'ai bien d'autres choses à fouetter que de le convaincre. Right? Exactement, que de convaincre quelqu'un. Puis je pense qu'il faut toujours bien choisir son thérapeute, bien choisir son école de formation, puis d'avoir quelqu'un qui a des bonnes valeurs qui nous ressemblent, quelqu'un de rigoureux, de professionnel. Puis souvent, je vais dire aux gens, remonter, la personne s'est formée où? C'est plate, mais c'est comme ça. Est-ce que c'est une formation d'une fin de semaine? Est-ce que c'est une formation reconnue? C'est quelqu'un de solide? Puis je pense que ça apporte de la crédibilité au métier. Ah, c'est clair, c'est clair. Ouais, c'est...
Non, parce que c'est une question que je répète souvent quand les gens opèrent dans un métier qui est différent, tu sais, qui n'est pas reconnu localement. Mais c'est intéressant. Puis comment tu vois un peu le futur de ce domaine-là? Comment tu vois ton entreprise évoluer aussi over time? Je pense qu'il y a définitivement de la place pour ce domaine-là. On l'a vu un petit peu avec ce qui s'est passé dans les dernières années. Les méthodes alternatives font du bien, accompagnent les gens. Évidemment, on n'est pas là pour traiter ou soigner qui que ce soit. On est vraiment là pour apaiser, accompagner, offrir du bien-être. Puis c'est nécessaire. Donc oui, je pense que définitivement, ce domaine-là a de la plus-value plus tard. Malheureusement, aujourd'hui, on est un peu plus dans une incertitude qu'auparavant. Donc, les gens ont développé, même des gens typiques, beaucoup d'anxiété. Donc, les gens ont besoin de s'accompagner au quotidien. On vit plein de défis, les jobs, le marché du travail, l'économie, l'inflation. Il y a tellement de choses qui bougent. C'est pas vrai qu'aujourd'hui, notre vie est simple puis est stable. Ben non, clairement. Donc, moi, je vois vraiment beaucoup d'avenir. Par contre, en ce moment, il faut le dire, c'est quand même assez difficile. C'est un domaine qui est plus difficile étant donné que l'économie va pas bien. C'est pas un domaine où tu rentres là-dedans puis que tu tombes à 50-75 000 par année, c'est pas vrai. Donc souvent, les gens doivent vraiment hustle, comme on dit en anglais. Donc, tu mènes ta baraque puis tu fonces puis tu fais ce qui te passionne. Donc, en ce moment, c'est pas facile, mais l'avenir est là. Moi, je suis convaincue de ça. Qu'est-ce qu'on peut faire pour aider nos troubles anxieux? Parce que j'en vis des troubles anxieux, beaucoup de gens de mon âge aussi en vivent. Puis c'est de moins en moins de mal d'en parler, dans le sens que faut le mettre de l'avant puis aller chercher de l'aide. Donc, c'est quoi les conseils que tu donnerais justement à quelqu'un qui vit des problèmes d'anxiété? En fait, ce qui serait difficile, ce serait de donner des conseils qui fit à tout le monde, évidemment. Ouais, ça, c'est... Je ferais des conseils personnalisés, mais rapidement, comme ça, ben, je regarderais le mode de vie de la personne. Est-ce qu'elle a des saines habitudes de santé qu'on appelle? Donc, est-ce qu'elle bouge? À quoi ressemble l'alimentation? Si tu as des problèmes de troubles anxieux puis tu manges du McDo tous les jours, ben, c'est sûr Il y a peut-être un lien à quelque part. Ben, un lien, oui, mais tu t'aides pas en quelque part. C'est pas une huile essentielle qui va aller solutionner ça, Non, en fait. tu sais que c'est pas une bonne habitude. Puis quand je parle du mode de vie, ben, je voulais amener la nature, le fait de se reconnecter. Aujourd'hui, on n'a pas le choix. Notre métier ça fait en sorte qu'on a besoin de nos téléphones. Ici, on est rempli de technologie. On est hyper connecté. Hein? On est hyper connecté, hyper stimulé. On a le Netflix qui est là en même temps. Ouais. On est en train de faire notre présentation PowerPoint. C'est quand même assez fou. Puis c'est correct parce qu'on tripe, on aime ce qu'on fait, on en mange, mais je pense qu'il faut s'arrêter de temps en temps, prendre des pauses. Puis quand on va en nature, ben, c'est comme plus facile de déconnecter, en fait. Fait que la nature est facile pour moi, mais ce serait vraiment de voir les saines habitudes de vie de la personne. Ben, oui, c'est sûr qu'il n'y a pas des conseils all you can eat, là, mais dans le sens, c'est intéressant. Tu sais, mode de vie, oui, l'entraînement, c'est tellement... Oui, OK, t'es pas obligé de t'entraîner à chaque jour, mais au moins faire un sport, tu sais. Les gens qui sont peut-être en difficulté physique, ben juste de la marche. Tu sais, juste marcher 1 heure, là, c'est une des activités des mieux que tu peux faire. Tu peux écouter un podcast, tu peux faire ce que tu veux. Puis j'ai commencé par là, moi aussi, fait que parfait. Puis mode de vie, fait que bien manger aussi, tu sais, commencer à faire ça, puis... Est-ce qu'on dort bien aussi? Mais ça, c'est difficile. Ça, c'est parce que, tu sais, s'entraîner, bien manger, c'est contrôlable. Dormir, bien dormir, je trouve que c'est le plus difficile. T'es comme... Oui, tu veux bien dormir, mais ton corps, il se réveille au bout de quelques fois dans la nuit, puis t'es comme forcé à ça ou t'es confronté à ça. Fait que oui, il y a des solutions, tu sais, je sais pas, la mélatonine peut aider, d'autres manières aussi de coucher plus tôt, évidemment, mais ça, je trouve que c'est difficile. Ouais. Contrôler son sommeil. En même temps, ça dépend. Des fois, on a des périodes plus stressantes qui fait qu'effectivement, on va moins bien dormir. Mais je pense qu'il y a quand même moyen de regarder un petit peu le portrait parce qu'en herboristerie, on voit, par exemple, qu'il y a des gens qui se réveillent dans le milieu de la nuit. Puis ce qu'on va proposer, ce ne sera pas des tisanes calmantes, ça va être des tisanes pour aller aider le foie. Donc, des fois, tu vois? Ah oui, donc, OK. comme quoi que si je te poserais des questions, OK, ça ressemble à quoi ton sommeil? Je pourrais un petit peu commencé à me faire un portrait pour voir qu'est-ce qui pourrait t'aider. Mais effectivement, puis selon moi, le sommeil, c'est crucial pour avoir de l'énergie, se reposer, en fait. Puis lorsqu'on est entrepreneur, ben se reposer, on tripe, on aime tellement ce qu'on fait, on en mange qu'on oublie souvent de s'arrêter. Puis on s'arrête lorsque c'est trop tard. Pas juste ça, on sent mal aussi d'arrêter, tu sais, à certains niveaux. Quand tu as une belle une croissance, une expansion dans ton entreprise, tu te dis, là, c'est le moment de me botter le cul, puis c'est comme, là, ça va bien. Fait que là, tu pousses la machine. Mais en même temps, quand tu pousses la machine aussi, ça peut être
très négatif, tu sais. Moi, je pense que tu n'as pas le choix de t'arrêter quand tu es dans une super lancée. Puis t'arrêter, ça ne veut pas dire de partir 2 semaines ou de partir un week-end. C'est juste de... moi, j'ai toujours work hard, play hard. Puis souvent, mes amis entrepreneurs, ils me trouvent inspirante par rapport à ça. Ils me disent, c'est fou parce que tu travailles tellement fort, mais en même temps, tu es capable de t'arrêter. Puis lorsque je m'arrête, évidemment, c'est dur, c'est difficile comme tout entrepreneur, mais je suis capable de me dire, OK, là, aujourd'hui, j'en ai assez. Fait que je m'en vais au spa pour 4 heures. Puis ce 4 heures-là, pour moi, va me repropulser. Fait que le lendemain, j'arrive avec une meilleure lucidité d'esprit, une clarté, un focus. Go, 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 go. Fait que moi, je pense que tu n'as pas le choix de t'arrêter parce que sinon, tu as besoin d'alimenter ta créativité, tu as besoin de te reposer. Fait que tu te forces à avoir, tu sais, justement, des moments pour toi. Mais, tu sais, les gens qui vont écouter, je veux pas être, tu sais, dans le sens, quand tu es entrepreneur, tu as accès à cette liberté-là de dire 4 heures, je m'en vais au spa un mercredi de 11 à 3, tu sais, mettons. Mais quand tu es un employé, c'est difficile de dire ça. C'est comme, moi aussi, je veux avoir ce mode de vie-là, tu sais. Qu'est-ce qu'on peut faire en tant qu'employé quand on fait, je sais pas, 40, 50, 60 heures par semaine pour se permettre justement ces moments-là? C'est très difficile. En fait, ça dépend, moi je trouve que ça dépend de notre personnalité. Si tu es un entrepreneur ou un entrepreneur dans l'âme, puis tu es salarié, tu vas rusher. Puis tu vas toujours rusher parce que moi, je passais par là. Par contre, si le type 9 à 5 te convient, ben ces gens-là vont trouver du temps le soir et les fins de semaine. Ils vont se ressourcer le week-end, ils vont aller au spa le samedi, ils vont le mettre dans leur horaire. C'est des gens qui sont organisés. Puis ça dépend aussi, je pense qu'aujourd'hui, de plus en plus, on a une flexibilité au travail. Les dirigeants, de plus en plus, ils vont parler du terme flexibilité. Le vendredi, on finit à midi, je dis n'importe quoi. Fait que ça fait que c'est là où on va aller chercher ces moments-là pour se ressourcer. Clairement. Puis j'aimerais faire un saut là-dessus. La flexibilité d'horaire, je pense que notre génération, les Gen Z, valorise beaucoup plus justement la flexibilité de l'horaire, d'avoir moins d'heures, puis peut-être même de faire un moins grand salaire pour avoir cette liberté-là de dire justement si je veux commencer, je veux avoir mon vendredi off, bien, mon employeur me le permet tant que je réponds aux tâches qui sont remis, tu sais. Puis de dire, si je veux travailler à 2 heures du matin, je vais pouvoir le faire. Si je veux me lever à 11 heures le matin, je vais pouvoir le faire, tu sais. Mais ça donne beaucoup plus de liberté dans les mains de l'employé. Tu sais, on n'est pas obligé, c'est pas des enfants, là, dans le sens, tu fais ton propre horaire, on te paye en conséquence, puis sois un leader, tu sais, deviens un leader par toi-même, tu sais. Fait que je pense que ça, c'est de plus en plus là, la fameuse semaine de travail de Henry Ford. Là, je pense que ça fait un petit bout là, que c'est outdated. Oui, puis honnêtement, moi, je pense que cette nouvelle génération-là, c'est pas qu'ils veulent moins travailler, c'est qu'on a d'autres passions, on a d'autres hobbies. Puis moi, ce que je trouve cool aujourd'hui, c'est qu'on n'est pas une chose. Tu peux être entrepreneur, tu peux être conférencier, tu peux triper sur tellement. aller au gym, oui. T'es entraîneur on the side. C'est ça qui est beau, en fait. Fait qu'on a besoin de s'épanouir de différentes façons. Dans nos projets. Puis ça peut être des projets d'entreprise, bien sûr, mais ça peut être un projet qui t'amène pas d'argent, mais du bonheur. Tu sais, par exemple, créer du contenu en ligne pour ton plaisir. Je sais pas, je donne souvent cet exemple-là. Tu es passionné des Legos, puis tu aimes ça construire des Legos. Bien, commence à filmer du contenu. Mais montre-nous ta nouvelle création. Tu sais, pour vrai, là. Puis à un moment donné, tu sais pas, ça peut devenir une opportunité d'affaires dans le sens, tu as accumulé beaucoup d'abonnés. Parfait, tu peux faire des deals, des commandites avec Lego, d'autres entreprises. Il y a cette vraie possibilité-là de gens. Fait que, tu sais, je pense que de plus en plus, de dire à ton employeur, si c'est un projet d'entreprise, puis tu travailles à temps plein, mais de dire, écoute, je crois à mon projet. Es-tu prêt à me donner 15 heures par semaine, puis un autre 15 heures, 20 heures, je travaille sur ma business on the side, tu sais? Fait que je pense que cet employeur-là va être intéressé par c'est une ambition que tu démontres, là. C'est d'aller de l'avant, de proposer des idées. Fait qu'un employeur qui dit non, là, c'est un red flag d'après moi. Puis sinon, ne te permet pas de faire ça. Là. Tu vas le faire pareil. Ben, c'est ça, c'est ta réponse. Tu vas être sur tes heures de travail, puis ben, c'est ça. Tu vas prendre 2 heures pendant l'heure du dîner, au lieu d'être avec tes collègues, puis de triper, puis de parler d'idées, ou juste de connecter, tu vas être en train de faire tes posts Facebook et tout. Puis c'est vrai qu'aujourd'hui, on entend beaucoup de gens qui font des podcasts, qui mentionnent, c'est pas tant le podcast qui est lucratif, mais c'est vraiment toutes les activités que ça va m'attirer alentour, les contrats, tout ce qui est marketing d'influence. Il y a beaucoup d'animateurs de podcasts. Puis ça devient payant à un moment donné quand tu regardes la façon que tu vas diversifier tes revenus. Puis on a envie de faire ça aujourd'hui. On n'a pas envie...
oui, je pense qu'on est capable aujourd'hui d'être à la fois salarié, à la fois entrepreneur, d'avoir son paycheck à toutes les 2 semaines, mais d'un autre côté, on aime ça de temps en temps faire des contrats, puis il y a quelques milliers qui rentrent à gauche, à droite, ben ça nous propulse aussi, ça nous motive. Puis je pense qu'on a besoin de nourrir cette ambition-là. Oui, puis c'est la créativité. Je me considère comme quelqu'un de créatif. Puis le podcast, ça fait 2 ans que je le roule. Puis je tire 0$ du podcast. On s'entend directement. Tu sais, je pourrais aller faire des commandites et tout ça. Des gens, même si une commandite m'approcherait, ben il faudrait que je regarde les valeurs de l'entreprise. Est-ce que ça match avec moi, tu sais? Fait que ça, c'est intéressant. Puis c'est une stratégie de visibilité. Puis aussi de parler, de prendre le temps. Tu sais, là, on prend 1 heure de discussion ensemble, mais c'est le fun. Tu sais, je me lève le matin, je suis comme cool. Tu sais, je vais aller apprendre sur tel métier aujourd'hui. Ça va être super intéressant, ça va être motivant. Puis ça m'amène aussi à un excellent réseau de contacts de différents professionnels. Tu sais. Fait que le podcast, les gens vont dire « Hey, il y a trop de podcasts au Québec. » Comme, Je suis pas d'accord. tu vois? C'est intéressant ça. Parce que ouais, mais je suis pas d'accord parce que je vais te laisser répondre à ça, puis je vais donner ma réponse aussi. Pourquoi tu penses qu'il n'y a pas assez ou qu'il n'y a pas trop de podcasts? Ben en fait, je trouve que le podcast s'insère dans notre mode de vie aujourd'hui. Puis moi, je travaille en écoutant des podcasts, évidemment pas avec toutes les tâches, mais je trouve que rapidement, j'ai fait le tour parce que j'en consomme tellement. Je consomme des podcasts en travaillant, je consomme des podcasts quand je vais au gym, je fais mon vélo, je suis sur le treadmill, par exemple. Je fais tout le temps, mettons, une demi-heure, 1 heure avant de commencer à m'entraîner. J'écoute des discussions inspirantes, puis je suis là, j'ai l'impression que le podcast, c'est fou ce que je vais dire, mais c'est comme devenu ma télé, d'une façon. Et voilà, ben oui. Pourquoi Donc, oui, il y en a beaucoup, mais à un moment donné, quand tu vas binger tous les podcasts, tu les as écoutés là, toutes les semaines, c'est comme si c'est plus assez vite. Un peu comme Netflix, aujourd'hui, on se dit « Ah, c'est poche cet été, on dirait qu'il n'y a plus grand-chose. » Mais en fait, c'est pas qu'il n'y a plus grand-chose, c'est qu'on est tellement habitué à faire plein de choses en même temps. Donc, excuse-moi, je te mais c'est vraiment pertinent. Puis c'est comme on pourrait se dire, est-ce qu'il y a trop d'artistes? Est-ce qu'il y a trop de chanteurs? Est-ce qu'il y a trop de séries télévisées? Comme, c'est juste une nouvelle forme de média qui fonctionne bien et qui est super pratique aussi au niveau marketing. C'est super intéressant de créer des connexions avec ça. Puis je pense que ce qui fait la différence dans les podcasts, c'est la manière que tu l'amènes, les sujets, les invités, tout ça, le format aussi. Il n'y a rien qui t'empêche d'aller filmer. Ça, c'est un exemple aussi que je donne des fois. Il n'y a rien qui t'empêche d'aller filmer, je sais pas, toi et ton ami dans 2 kayaks. Là, tu fais une discussion sur la rivière là, tôt le matin. Puis, tu sais, le format est intéressant. J'ai vu des podcasts qui filmaient dans la nature aussi. Tu sais, il y avait un beau setup avec un beau background dans une forêt et tout ça. C'était comme magnifique, là. Puis là, je trouve c'est rendu que, admettons, tu tripes sur le sport, ben là, tu te mets à regarder sont où les podcasts pour le sport. Ben, on dirait que maintenant, on va attribuer des thèmes aux podcasts. Puis là, on recherche. Je tripe tellement sur des podcasts que là, j'ai envie de les allier avec ce que j'aime. Puis là, tu te dis, ah, il n'y a pas de podcast là-dessus, on pourrait en faire un. Puis le plus il y en a, le plus que ça devient, que ça fait partie intégrante de notre vie. Parce que je me rappelle, à l'époque, je travaillais pour une entreprise où j'allais dans des salons d'esthétique. Puis je me rappelle, il y avait en fait, j'étais représentante pour plusieurs régions du Québec. Puis il y avait une ville où il y avait plein de salons. Puis j'étais comme, my God, comment les filles, parce que c'était souvent des esthéticiennes, font pour se différencier. Puis c'est drôle parce que cet endroit-là, c'était les salons qui fonctionnaient le mieux au Québec parce qu'il y avait tellement de salons, il y avait tellement ce service-là partout que tout le monde avait ce genre de service. Fait que c'était comme, ça venait créer une offre, en fait, de si tu prends pas tel service, ben tu manques quelque chose parce que tout le monde de ton village ou de ta ville a ça. Donc, le plus qu'on en crée, c'est pour ça que la compétition, en fait, il faut le voir comme ça peut être très, très sain. Moi, souvent, je fais de la La vision. compétition, oui. La compétition, ça peut être quelque chose de sain parce que, ben là, les gens vont se mettre à rechercher ça, puis c'est comme ça qu'ils vont tomber sur ton école ou tes services parce qu'il y en a tellement. C'est bizarrement dit, mais it's a fact. Oui, puis il y a un terme aussi qui s'appelle la coopétition, qui est la collaboration. Puis je pense que j'en ai parlé justement avec Béatrice. Là. Celle, je pense, qui m'avait mentionné ce terme-là. Mais coopétition, c'est de la compétition saine, puis la collaboration. Donc, c'est mix de collaboration puis de compétition. Si on a plusieurs agences marketing, comme tu peux collaborer avec d'autres agences. Toi, tu as un offre de service. Moi, je suis niché dans le podcast. Toi, tu fais des ads. On peut-tu travailler ensemble, tu sais? Comme je vais pas aller te voler des clients si moi je suis pas spécialisé dans ce service-là, m'aller te référer, puis toi aussi réfère-moi. Tu sais. Pourquoi pas? Ça, c'est beaucoup plus intelligent. Puis, je pense que les gens ont la mentalité que le monde de la business en général, c'est beaucoup requin. T'sais, on vient chercher, on se vole des contrats, puis on se met des bâtons dans les roues, mais
c'est pas ça réellement. Peut-être les grandes business, peut-être à l'époque, c'était comme ça. Aujourd'hui, c'est on ça. a plus de collaboration parce Ouais. qu'il y a plein de gens à leur compte, il y a plein d'entreprises. Fait qu'à un moment donné, on a envie de S'entraider. oui, de s'entraider. Puis des fois, moi, mettons, je prends plus de contrat depuis plusieurs mois, puis là, il y a des contrats qui rentrent. Bien, les gens, je vais pas les laisser au dépourvu. Ah, je peux pas te prendre, je suis désolée. Je vais leur dire, écoute, j'ai une collègue aromathérapeute, je pense qu'elle va pouvoir le faire pour toi. Je vais aller avec ma collègue. Ah, c'est donc mes tripants, merci de me donner le contrat. Mais pourquoi pas? Moi, premièrement, des fois, on n'a pas envie de faire ça, des fois, on n'a pas le temps, des fois, on est sur autre chose. Oui, fait que dans le fond, tu perds pas ton client, tu sais, dans le sens où tu le réfères à une autre personne. Puis j'ai fait ça récemment, justement, j'avais reçu une demande pour shooter dans le studio au niveau de la photo. Puis c'est pas quelque chose qui me spécialise. Fait que je dis, garde, j'ai quelqu'un, puis je vais te laisser en main avec cette personne-là. J'y fais confiance, puis elle va, tu sais, puis elle m'a remercié, puis c'est super cool. Mais tu sais, j'aurais pu me prendre une cote sur le contrat, genre, je sais pas, 30%, genre, mais j'ai pas fait ça. Là. Je te donne à 100%, puis c'est une pigiste, puis genre, vas-y fort, là. J'ai pas d'intérêt à aller chercher de l'argent pour gérer ça. Fait que, tu sais, mettez ça de l'avant. Puis j'aimerais revenir au sujet. Tantôt, on a parlé d'intrapreneuriat. Je pense que ça, c'est de plus en plus intéressant pour les employeurs. Parce que c'est là que si tu as une petite entreprise, en 5-10 employés, puis que tu vois des qualités d'entrepreneur chez ton employé, bien, motive cette qualité-là, puis investis de l'argent, puis donne-y des libertés, puis donne-y des projets. Ça va être ton meilleur body pour possiblement ton meilleur bras droit qui va peut-être monter l'entreprise, cette personne-là. Fait que ça, c'est intéressant de développer ces compétences-là en interne. Bon, on n'a pas le choix, en fait, de motiver ces gens-là. Puis je pense qu'aujourd'hui, ces gens-là, ils sont vus plus qu'autrefois. Puis, plus valorisés même. Oui, puis les entrepreneurs, eux autres, ils trippent parce qu'ils ne sont pas encore à leur compte ou ils n'ont peut-être pas fait le saut encore, mais ils peuvent goûter à j'ai un chèque de paye, mais j'ai vraiment une grande flexibilité, une autonomie. Puis en même temps, je te dirais, ça dépend des personnalités. Parce que moi, j'ai toujours été vue comme une entrepreneur dans les emplois que j'ai eus. Puis les gens me motivaient, me poussaient souvent. J'avais pas de patron hiérarchique. C'est Christine, toi, tu ferais quoi si tu serais en charge? Ben, on m'a toujours poussée, puis on m'a toujours laissée parce que je tripais, je travaillais beaucoup, je me donnais, j'étais engagée. Donc, on a tout intérêt à avoir un employé comme ça. Ça se fait rare quand même, je pense. Mais moi, je trouve ça beau aujourd'hui de pouvoir valoriser ça parce que je trouve que de plus en plus, le marché du travail évolue. Puis, on se rend compte que... parce qu'à l'époque, c'était comme le 9 à 5 ou rien. Là. C'est rare qu'il y a 10 ans, on mettait vraiment les entrepreneurs de l'avant. Donc, moi, j'ai longtemps essayé de fitter dans le cadre 9 à 5, puis j'y arrivais pas, puis je changeais de job. Le monde me disait, voyons, tu changes de job à chaque année, à chaque 2 ans. Ouais, c'est pas bon pour ton CV. Non, c'est ça. Puis à l'intérieur, j'étais comme, il y a quelque chose qui me manque. C'était plus, il manquait quelque chose. Il manquait vraiment quelque chose. Puis aujourd'hui, quand je vois les emplois, flexibilité, on te met de l'avant, conciliation travail-famille, comme tu dis, tes tâches sont faites, on te valorise, on est fiers de toi. Mon Dieu, que tu peux avoir des étoiles montantes dans tes entreprises sans nécessairement que la personne devienne associée ou sans nécessairement perdre ce talent-là. Combien d'entrepreneurs, les gens ne le disent pas, ils s'en vantent pas, mais combien d'entrepreneurs ont un petit job à côté? Bien, 100%. Parce que surtout aujourd'hui, avec l'économie, c'est difficile. Puis c'est pas vrai qu'on va saigner pendant 2-3 ans. Fait que les gens, de plus en plus... Moi, souvent, je fais des entrevues pas filmées avec les gens. Je fais des zooms. Qu'est-ce que tu fais dans ta business? Qu'est-ce qui se passe? Puis les gens, ils me disent, j'ai un boulot à côté. Mais tu vois pas ça, en fait. Tu ne vois pas ça mis de l'avant. Mais ce boulot-là que la personne a est entrepreneur. Donc, elle a une flexibilité à travers sa business à côté. Puis... Le dirigeant, il sait aussi. Aujourd'hui, c'est plus je suis fidèle à ton je suis loyal à l'entreprise. C'est faux, en fait. On le disait à l'époque parce qu'on avait comme pas bien le choix, mais si on avait été plus propulsé, puis écoute, je trouve ça beau ce que tu fais, puis je trouve ça beau que comme par exemple, moi, je suis entrepreneur, mais je travaille aussi pour des causes sociales, pour des enfants malades. Donc, j'ai pas juste une facette, Puis aujourd'hui, les gens aussi, ils changent. Tu sais, j'amène plein de sujets sur la table, mais tu vois, il y a des business de plus en plus avec la pandémie. Ça fait 7-8 ans qu'il y a des entrepreneurs qui ont parti quelque chose, puis ils l'ont vendu, ils ont passé à autre chose, ils ont fermé les portes, ils ont reparti vers autre chose. On n'est pas un truc toute notre vie, c'est faux. Oui, puis tu sais, mettons, Antoine, il me dit demain matin, Anto, je sais pas, ça fait, mettons, 40 heures par semaine. Je veux me mettre 15 heures de côté pour bâtir mon entreprise de production sonore, d'effets sonores. Qu'est-ce que tu en penses? Go. Qu'est-ce que je peux faire pour t'aider? Ça va être ça ma réponse. Là. Pour vrai, là, c'est inspirant. C'est comme, qu'est-ce que je peux faire pour t'aider? T'as-tu besoin de, financement? T'as-tu besoin de gens qui viennent t'aider, des ressources, whatever?
Tu sais, pose-moi des questions. Mais ça c'est motivant. Puis je pense que je peux comprendre aussi la mentalité d'un patron qui dit, ouais, écoute, il est vraiment sa coche, c'est un entrepreneur, mais là, il veut partir son entreprise, puis il y a un risque qu'il quitte l'entreprise. Tu sais. J'aimerais le garder dans le silo, mais en émettant des bâtards d'un roue, ne pas l'encourager, justement, là, tant pire le cas. Fait que t'es aussi mieux de l'encourager. Ouais. Il va quitter pareil. Bah, on l'a dit tantôt, c'est ça? Je te confirme qu'il va quitter pareil. Ouais, c'est ça que t'as fait. Fait T'as quitté que pareil, ouais. combien de fois j'ai quitté? Fait que c'est mieux ça, tu sais, comment dire, de le propulser là-dedans, de le voir évoluer. Puis, en fait, il va revenir au travail, il va être motivé, il va juste avoir hâte à son week-end parce qu'il y a un contrat. Puis justement, il n'est pas juste une chose parce que je sais pas si je suis seule, je ne pense pas, mais le nombre de fois que je faisais mon 9 à 5, que j'étais assise à mon bureau, que j'étais devant mon ordi, puis je regardais les gens, puis tout le monde avait l'air des robots. Tu sais, 9 à 5, pas bouger sur ta chaise. Moi, tu te sentais comme dans la Matrix un peu, là? Oui, on fait une rencontre, on fait un truc créatif, on va à la machine à café. OK, qu'est-ce qu'on Tellement. fait pour le prochain événement? Ouais, brainstorm, c'est ça. J'ai besoin que ça bouge. C'est pas vrai qu'aujourd'hui, c'est adapté, puis c'est pas vrai que les gens, là, même un fonctionnaire va rêvasser quand même à quelque chose. On est humain, hein? Bien, tout à fait. Tout à fait. Puis aujourd'hui, malheureusement ou heureusement, on a beaucoup trop de choix. Donc, par exemple, ma sœur, qui est fonctionnaire, elle tripe sur la lecture, elle aimerait écrire un livre, elle aimerait ça peut-être un jour devenir consultante pour ce qu'elle fait, elle aime se voyager. Donc, même la personne la plus fonctionnaire que je connaisse, qui fait son 9 à 5, qui est OK là-dedans, elle rêvasse aussi. Puis ça veut pas nécessairement dire qu'elle va partir sa business, mais elle a des envies. Elle a déjà, au début, quand j'ai parti mes projets, c'est elle qui m'a monté mon site web, qui a travaillé pour moi, qui... OK, je t'aide, Christine, on y va. Puis elle fait des études en marketing et en com, donc elle était super adaptée. Mais tout ça pour dire que je pense qu'on a tous ça en nous. C'est quoi Est-ce que tu connais le terme quiet quitting? Oui. OK. Ouais. Qu'est-ce que tu en penses de ça? C'est une bonne question parce que je travaille plus en entreprise depuis plusieurs années, donc je sais pas à quoi ça ressemble aujourd'hui. Je sais pas, c'est une bonne question parce que moi, ça fait pas partie de ma personnalité. T'es pas de même, je je suis comprends. quelqu'un que si je suis pas bien, je vais mettre des actions en place puis je vais quitter ou je vais évoluer vers autre chose. Donc, de faire le minimum, c'est une drôle de façon de penser parce que je suis quelqu'un qui est tellement engagé, mais je sais pas, je te relance la balle. Toi, peut-être... Je suis comme toi aussi, là, dans le sens... Tu sais, quand je suis pas à l'aise puis je suis démotivé puis je fais le minimum, ben je vais trouver une solution pour remplir mes tâches puis je vais toujours pousser pour faire mieux. Mais je pense que la réalité des gens, c'est que les gens qui font ça activement, le quiet quitting, c'est parce qu'ils n'aiment pas ce qu'ils font. Si tu aimais ce que tu fais puis tu es à l'aise avec le salaire, tu mettrais les efforts nécessaires. Si tu aimes le patron ou tu aimes les valeurs de l'entreprise aussi, même principe. D'après moi, ça se résume à ça. Donc, si tu as cette réaction-là, c'est parce que tu n'es pas capable de te prendre en main et de dire je vais forcer la chose, je vais me trouver un emploi qui adhère à ce que je veux faire. En même temps, il y a tellement de gens qui sont figés dans le saut à faire. Puis, oui, la peur, mais avant que tu continues, parce que ça, c'est intéressant, la peur, les obligations financières, son hypothèque, ça, c'est plein de questionnements, puis je comprends, tout le monde a des factures à payer, mais pour vrai, on n'est jamais réellement pris dans notre situation. Si tu veux changer de ta situation, tu peux te prendre en main puis trouver des solutions. Mais c'est mental aussi. Oui, puis parfois, le quiet quitting, ça peut durer une semaine. Je sais pas si ça adhère c'est peut-être je sais pas si ça adhère saisonnier, là, oui, mais... ça adhère au concept, mais des fois, ça nous est tous déjà arrivé de dire « Ah, je suis de la merde de chantier. Je suis plus capable. J'en peux plus, puis je fais le minimum, puis c'est fini. » Puis là, ça prend quelques jours. Puis là, tout d'un coup, justement, tu as ton week-end, tu vas te ressourcer, tu vas en nature, tu dors, Là, le lundi, tu arrives, tu es comme « OK, bon, laisse faire, là, c'était pas vrai ce que je disais la semaine passée. OK, go! » Puis l'entrepreneur, on vit ça, on vit des montagnes russes. Des fois, hey, moi, je suis tabou, je lâche tout. Mais je pense pas, je suis seule, là, t'es comme là, ça suffit. Puis là, tout d'un coup, c'est comme si tu lâches la résistance. Moi, j'ai remarqué ça. Quand je suis en résistance, je travaille, je défonce des portes, puis ça marche pas. Là, tu te dis, ouais. Fait que c'est pas vrai qu'en entrepreneuriat, ben souvent, j'entends le conseil de travail plus fort, work hard, excuse-moi, là, mais à un moment donné, c'est pas vrai. On est cyclique comme être humain. Fait que des fois, quand je me dis, hey, la merde,
moi, je lâche. Puis là, je fais juste comme... J'ai l'image mentale de lâcher les rênes. Puis là, le lundi, bang, il y a quelque chose qui arrive, j'ai un contrat, les courriers se mettent à rentrer. Ben, c'est ça, mais out of nowhere. C'est puis quoi t'es la... comme, oh, OK, c'est reparti, let's go. Fait que là, tout d'un coup, ta motivation, tu repars, puis OK, je suis dedans. Ouais. Donc, Ouais. le quiet quitting, c'est peut-être la même chose au niveau de... OK. Question, follow-up question à ça. C'est quoi ta définition de l'équilibre de vie? C'est une bonne question. Ben, de mon côté, l'équilibre de vie, c'est toujours à trouver, en fait. Pour moi, c'est toujours à refaire, c'est toujours quelque chose. C'est comme le curseur, je dois constamment le replacer. Donc, moi, c'est vraiment l'image mentale que j'ai. Parce que, étant une personne qui est fonceuse, qui est déterminée, qui va de l'avant, qui est très constante, souvent, je peux avoir des rushs de travail où je travaille beaucoup, 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 beaucoup. Puis là, à un moment donné, je me dis, tu sais, c'est là où il faut que je ramène le curseur de comme, oups, OK, faut... Donc, moi, c'est comme toujours un rappel à moi-même j'ai juste des mots anglais, mais comme to be in tune avec moi-même. OK, comment je me sens, comment je suis. Puis, je m'écoute beaucoup. Donc, si j'ai une phase où je travaille beaucoup, ben c'est correct. Parce que, tu sais, tantôt, on parlait, je le sens, je suis dedans, je suis motivée, j'utilise cette drive-là. S'il y a des moments où on change de saison, donc le corps il est plus fatigué, le corps s'adapte, on le sait au Québec, on passe de 27 à 13 degrés, bien, c'est dur pour le corps. Donc, il faut aller rechercher un équilibre à ce niveau-là. Je suis peut-être pas le meilleur exemple parce que moi, mon équilibre vie perso, vie professionnelle, c'est beaucoup plus vie professionnelle. Donc, je suis comme dans un travail era où je travaille beaucoup, je suis jeune professionnelle, je suis dans ma trentaine, je mets le doigt sur des trucs. Tu sais, c'est comme si j'accomplis beaucoup de choses dont j'ai toujours rêvé. Donc, je profite de ce momentum-là, mais peut-être que dans 4 ans, tu vas me reparler, puis je vais être maman, je vais avoir un enfant, puis là, je vais plus, justement, bouger le curseur vers ma vie perso. Très cool, tu as touché un sujet super intéressant. Débutant trentaine. OK. Comment vis-tu la pression sociale par rapport à bâtir une famille, avoir des enfants avec ta famille? Aujourd'hui, je la vis bien. Je ne l'ai pas toujours bien vécue, évidemment. Si je pouvais donner un conseil, c'est que c'est des phases, en fait. Évidemment, la pression sociale m'éteignait beaucoup au début de la trentaine parce que, étant une femme, on a l'espèce d'horloge biologique. Puis même si vous me dites que Madonna a eu un enfant à 50 ans, si t'as pas envie d'avoir un enfant à 50 ans, c'est pas le meilleur des conseils ou c'est pas la meilleure des réponses. Mais début trentaine, je me posais beaucoup de questions parce qu'on a envie de tout contrôler, on a envie que la business, ça soit super stable lorsqu'on va envisager d'avoir un enfant. De fonder une famille, par exemple. Donc, je pense que c'est même pas la pression sociale, mais moi, je me mettais cette pression-là. Je m'imposais cette pression-là. Puis, à un moment donné, je trouvais ça très difficile parce que tu vois tes amis, ta famille, tout le monde a des familles. Exact. On est en maison, on a notre petit carcan. Puis, je pense que c'est là où il faut se valoriser, puis il faut bien se connaître, puis de se dire, OK, ça, c'est la société, on va dire en parenthèse, c'est les normes. Mais moi, j'ai toujours été en marge de la société. J'ai toujours été un petit peu le mouton noir de ma famille, dans le sens que j'ai toujours voulu tout sauf ce qui était normal. Puis c'est correct. Puis aujourd'hui, ben je l'embrace, puis je trouve ça beau, en fait. Donc, je pense qu'il faut bien se connaître, puis il faut savoir ce qu'on veut. C'est certain que si moi, ma priorité numéro 1, c'était d'avoir une job stable, puis d'après avoir une famille, ben mes priorités auraient été différentes de ce que j'ai mis de l'avant dans les dernières années. Puis souvent aussi, on n'est pas tout seul. Là. Je parle de moi, j'ai aussi un conjoint qui a sa réalité. Donc, c'est pas juste pour moi, le timing n'était pas bon, mais pour nous deux, le timing n'était pas bon. As-tu un conjoint entrepreneur? Oui. Ah, oui. Très intéressant. C'est quoi la réalité quand vous êtes 2 entrepreneurs? Deux motivateurs, je dirais? Moi, j'adore ça. OK. Moi, vraiment, c'est ce que ça me prend. J'ai besoin d'avoir quelqu'un qui a de l'ambition, une drive, qui peut me conseiller, puis qu'on soit un petit peu dans les mêmes démarches, parce que sinon, ça serait hyper difficile. Si j'ai un conjoint qui a sa job depuis 15 ans, sa maison, ses trucs, puis là, lui, il veut fonder une famille, puis moi, je suis là comme dans mon prime, c'est sûr que je pense qu'il faut être un peu sur la même longueur d'onde. C'est le fun, mais en même temps aussi, il faut dire c'est difficile. Donc,
ça fait en sorte qu'il y a beaucoup de sacrifices. Ça fait en sorte que même si les projets sont beaux, il y a des moments où les finances sont pas là. Donc, tu sais, je peux pas, comme tout le monde, me dire « Ah, on va faire notre voyage dans le sud à chaque année. » Mais en même temps, c'est correct parce que moi, c'est pas ce que je recherche. C'est pas le genre de personne que je suis. C'est pas ce que je veux. Fait encore une fois, ça revient à se connaître. Puis pour moi, lui, il est vraiment à un autre niveau. Mais ça fait qu'il il me challenge. Il va m'apporter des conseils, une vision qui est complètement différente. Évidemment, il n'est pas entrepreneur dans la santé au naturel. Donc, je trouve que ce côté-là, c'est le fun parce que lui a passé à travers de trucs. Fait qu'aujourd'hui, il est capable de me conseiller. Tu vas voir, ce truc-là, ça va passer. Tu vas voir, ben ça, va falloir que tu te fasses à l'idée parce que, bon, ça ne veut pas dire que tout le temps raison, mais ça apporte en fait de l'eau à mon moulin, je trouve. Hey, c'est une belle analyse. Ouais. Puis, par curiosité, il est dans quel domaine, son entreprise? En immobilier. Très cool. Ouais. En courtage immobilier. Nice. Pas en courtage, investissement? il est en investissement. Wow! Ouais. Ah, c'est nice. J'ai un peu navigué là-dedans. Mes parents sont dans l'immobilier aussi. Ma mère est courtière, puis mon père est investisseur aussi, puis son entreprise d'inspection en bâtiment. Fait que je connais un petit peu la brique. C'est pas toujours évident, Non. mais en même temps, ça peut te propulser. Ben, tellement. Dans... La liberté, en fait. Vraiment. Oui, ça fait un lien à deux sujets, là, je vais me l'écrire, pour pas l'oublier. Là. On a parlé de la définition de l'équilibre de vie. Puis toi, comment tu vois le succès? Succès personnel, succès professionnel. Comment tu vois ça? Je devrais te dire que le succès, ben, c'est d'atteindre des sommets, c'est d'atteindre nos objectifs. OK, ça, ce serait ma réponse. Mais c'est dur, le succès, parce que je trouve qu'en tant qu'entrepreneur, on n'est jamais satisfait et on crave toujours pour plus. Puis ça, c'est quelque chose que C'est une addiction, ça. Oui, j'essaie de travailler. Des fois, je me dis, voyons, qu'est-ce qui se passe avec l'école? Les mois sont plus lents. Puis là, des fois, je me dis, OK, stop. Parce que j'ai quand même un côté qui est analytique. Donc, je vais voir mes chiffres. Je vais voir mes tableaux Excel. Je vais voir les comparaisons avec les années dernières. Puis là, je me rends compte que l'école, elle va super bien. Let's go! Fucking nice! Donc, le succès, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est... Je pense que c'est notre satisfaction personnelle. Puis je pense que le succès va toujours se redessiner selon avec le temps? Avec le temps, selon ce qu'on atteint. Le succès, ouais. Le nombre de personnes qui vont s'émettre un objectif. Puis là, qu'est-ce qui arrive? Tu l'atteins, tu te dis « that's it ». C'est tout. C'est tout. Ben là, what's next? What's next? Right? Tu sais, ben, finalement, c'est OK, c'est bien plate de me rendre là. Mais le succès, je pense qu'il est toujours à redéfinir. On peut jamais dire « ah, là, je suis heureuse. Là, je suis contente, j'ai assez de ventes. » Puis non, c'est faux parce que... Puis on évolue aussi comme personne. Tu sais, mon succès, il y a quelques années, c'était d'être en cabinet, d'avoir des consultations, de faire d'avoir des clients. Aujourd'hui, c'est plus ça. Aujourd'hui, j'ai mon école, enseignante. Maintenant, c'est quoi mon succès? Ben, c'est d'être entrepreneur. Fait qu'on dirait que c'est comme toujours... C'est pas nécessairement une coche de plus, mais on évolue, en fait, comme dans nos relations. C'est vrai. Ben oui, Ouais. nos goûts évoluent, mais 100%. Puis je pense que... J'ai lu ça récemment, mais on parlait des athlètes olympiques qui atteignaient le sommet, qui obtenaient la médaille d'or, par exemple. Et fast forward, après avoir obtenu cette médaille-là, ils ont travaillé toute leur vie pour atteindre ce sommet-là, mais ils n'ont plus d'objectif. Qu'est-ce que tu veux faire plus que les Olympiques rendus là? C'est pour vrai. C'est... Ça, c'est mortel. C'est la mort de l'âme, parce que Ouais. tu as bâti ta vie sur atteindre cette médaille-là, tu l'as atteinte, puis là, tu es comme... C'est juste ça. Genre, that's it. Fait il y a d'autres objectifs qu'il faut que tu te mettes en tête, il faut que tu te bâtisses. Puis finalement, je pense que ce que tu réalises après avoir, mettons, OK, mon objectif, je veux faire 1 million de dollars par année. Parfait, tu as atteint 1 million. Bien, c'est de se mettre d'autres objectifs. Peut-être pas juste financiers. Peut-être que, tu sais, en vieillissant, tu deviens plus philanthropique. Comment tu vas redonner à la société? Tu sais, comment tu vas réinvestir cet argent-là? Parce qu'à un moment donné, de l'argent, je pense que ça reste un chiffre dans ton compte de banque. là. C'est comment tu l'utilises, là. Plus un outil. Fait que tes motivations par rapport à ça. Mais oui, ça peut tenir à un burn-out, une dépression, à savoir, crime. C'est ça, j'ai grindé toute ma vie pour ça. Finalement, c'est juste ça. Je pensais que ça allait m'amener le nirvana. Finalement, c'est pas ça. Non? Oui. Puis souvent, je me rends compte que ce qui est plus trippant que la réalisation de notre objectif, c'est le chemin. Ben, c'est le chemin, c'est Puis ça. lorsque Ouais, j'étais ouais, jeune, ouais, on m'en parlait tout le temps. « Ouais, mais Christine, tu te rends vers ton objectif. » Puis, tu sais, Ouais. t'es déjà en train de mettre en marche ce que tu veux. Moi, ça me tapait d'entendre ça. Je me disais, voyons C'est le donc. chemin le plus fun. Moi, ce que je veux, c'est tel C'est ça. objectif. Ben oui, ben oui. Mais là, des fois, tu sais, je me ramène en arrière puis je regarde lorsque je mettais l'école en place. Tu sais, des fois, puis c'est drôle, ce qui fonctionnait le mieux, c'était lorsque les cours étaient pas à la fine pointe, avec les meilleures caméras, avec les meilleures notes
méthode de cours, quand c'était un peu homemade, mais c'était tellement passionnant parce que là, j'apprenais tout, je mettais tous les blocs Les ensemble. essais-erreurs, ben oui. Puis là, aujourd'hui, tu te dis, mon Dieu, j'ai une école nickel, tout est parfait. Puis il y a un momentum pour moi qui manque. Donc, je pense qu'il faut apprendre à honorer ce chemin-là, en fait. Ouais. Est-ce que être entrepreneur, c'est le but ultime d'une vie? Je pense que oui. En fait, je te dis oui. Aujourd'hui, je te dis oui, mais le but ultime de ma vie, un jour, ça va être d'être maman puis de fonder une famille parce que pour moi, c'est quelque chose qui manque à ma vie. Mais pourquoi ce serait un but ultime? C'est parce que ça t'amène... En fait, ça dépend de ta personnalité, mais je trouve tellement que ça t'apporte tellement de choses. Là, je parle beaucoup des belles choses, mais évidemment, il y a des défis, il y a des downsides. On peut en parler justement. C'est quoi les downsides d'entrepreneur? C'est les risques, c'est le côté financier. C'est beaucoup la notion de risque. T'avances aveuglément. Pour moi, c'est ça, être un entrepreneur. Tu as une opportunité. Est-ce que j'y vais pas? Tu peux pas tout faire tes chiffres, ton tableau Excel, puis t'assurer que tu vas aller à gauche au lieu d'à droite, puis ça va être le bon chemin. Fait que c'est les risques, mais en même temps, il n'y a pas quelque chose de challengeant là, qui est là. Moi, je pense que oui. Puis l'entrepreneuriat, ça t'amène la flexibilité, ça t'amène des sous, ça t'amène des ambitions, des objectifs. Tu es fier de toi, même si tu ne fais pas 1 million par année, quand tu regardes tout ce que tu as bâti. Wow! Tu n'as pas le choix d'être fier, exactement. C'est trippant. Mais il y a des gens qui pourraient aller chercher tout ce que je viens de te nommer dans un sport extrême. Une job 9 à 5, puis ils font du kayak extrême ou 100%. du crossfit ou peu importe. Là. Oui, exactement. C'est pas justement juste de... C'est pas l'entrepreneur, je pense que c'est plus un terme à large de créer un projet. Créer un projet. Que ça amène de l'argent ou pas, c'est amener ta stratégie, amener des gens, impliquer des gens autour de toi, puis vouloir bâtir quelque chose de plus gros que toi, t'es un entrepreneur. Même si tu ne fais pas X nombre d'argent par année, c'est pas ça l'important. Ça vient par lui-même, veux pas, parce que c'est comme la vie te paye de cette manière-là, je pense. Oui, puis les gens, aujourd'hui, ont besoin de mettre de l'énergie dans quelque chose qui leur appartient, qui est le leur. Les gens ont besoin de se donner pour eux. Des fois, c'est facile, des fois, c'est difficile, mais à la fin de la journée, moi, je pense vraiment... l'entrepreneur travaille beaucoup plus qu'un salarié, mais en même temps, on a cette récompense-là de... Tu parlais d'équilibre tantôt. Je me donne quand ça me tente, puis quand je suis fatiguée, je travaille pas aujourd'hui, puis je travaillerai plus demain. C'est comme si toi-même, tu viens à jauger ça, à faire cet équilibre-là constant, qui est plus difficile. Ton 9 à 5, tu files pas ton meeting, no choice. Faut que tu fasses ton meeting. Bon, c'est sûr qu'en entrepreneuriat, tu n'as pas le choix de faire ton meeting pareil, mais je veux dire... Tu peux quand même le replanifier. Tu peux t'adapter, en fait. Ouais. On pourrait en parler longtemps. C'est tellement passionnant, ce sujet-là. C'est une game de mentalité puis aussi d'objectifs parce qu'il y en a souvent, puis je pense qu'il faut pas être mal de ça. Il y a beaucoup de gens qui vont être bernés par les réseaux sociaux. On montre ça, je sais pas, tu as un entrepreneur à Miami qui a un jet privé, qui a la belle Bentley, qui a un condo sur le bord de la mer. C'est comme, je veux ça. Mais faire tout le chemin nécessaire pour ça, c'est forçant. Puis c'est peut-être correct dans le sens que tu l'essayes pendant quelques mois, puis le stress financier, c'est pas fait pour moi. Je me fit mieux dans le mode d'une entreprise comme entrepreneur ou même comme employé, puis je valorise plus mon temps familial. C'est correct aussi, là, dans le sens... Moi, je pense que ça dépend de chaque personne aussi, là, tes ambitions. Puis il en faut des gens parce que c'est pas tout le monde... Tu peux pas bâtir une économie sur juste des sous-contractants. Là. Ça marche pas, là. Right? Puis c'est juste pas légal non plus. Là. By the way, tu as un max d'heures. Là. mais c'est correct. Là, ça dépend de ta personnalité. Puis c'est correct de l'essayer, de reconnaître que de revenir dans un emploi traditionnel, c'est peut-être mieux pour toi. Puis ça peut être challengeant. Tu sais, quelqu'un qui dit à sa famille, je me lance en affaires, je quitte mon emploi pendant 1, 2 ans, 3 ans. Puis là, les gens te voient comme un entrepreneur à succès, mais tu as peut-être des problèmes financiers. Fait qu'à la place de te mettre dans la merde, là, pense à toi, puis arrête de penser à la perception des autres. Là. Mais moi, je pense que la plus grande erreur que les gens peuvent faire, c'est de se partir en affaires dans quelque chose qui les passionne pas assez. Ah oui. Puis c'est là où on va être capable de voir est-ce que l'entrepreneur va durer dans le temps ou pas. Parce que si tu as une opportunité d'affaires, puis toi, tu veux être entrepreneur, je vais dire le mot superficiel, mais tu es là vraiment pour les avantages de l'entrepreneuriat, fine. Mais à un moment donné, tu vas peut-être te buter parce que
il faut qu'au quotidien, tu sois présent, que tu travailles, que tu sois constant. Donc, si tu achètes une franchise ou tu fais un truc parce que tu dis, je vais être entrepreneur, je veux le faire pour le cash, faire ma flexibilité, le moment où ça va être plus difficile, parfois, tu vas être 5, 6, 7, 8 mois dans des moments où c'est tough. Il faut que tu hustles, que tu lâches pas. Puis si tu n'es pas passionné par ce que tu fais, c'est sûr que... Oublie ça, je pense que tu vas vivre... En même temps, c'est quoi les échecs, mais tu vas peut-être vivre le fait de « Ah, ben l'entrepreneuriat, c'était pas pour moi. C'était pas pour toi, ça te passionnait pas. » Assez. Ce domaine-là en particulier, c'est Ouais. comme l'exemple, OK, tu veux t'acheter une franchise McDonald's, tu as une assurance de revenus, ou presque, là, mais il faut que ça aille beaucoup plus de l'avant parce que tu vas avoir des passes difficiles. Tu sais pas, l'économie en général, les gens peut-être qui consomment moins de Big Mac, tu sais, pour vrai, là. Fait que faut que tu sois capable d'avoir les reins solides, tu sais, puis d'être capable, si tu as un problématique, d'être capable de trouver des solutions, puis de forcer à travers ça, de pousser à travers ça, d'être capable émotionnellement, puis de penser rationnellement. Je pense que c'est cette capacité-là aussi, puis d'être autodidacte, d'être capable d'apprendre par toi-même, toutes des compétences que tu essaies d'identifier toi-même en grandissant. Puis je pense qu'il y a une grosse partie au niveau de l'éducation parentale, comment tu as été éduqué, que ça devient intrinsèquement, je pense, où tu développes ça avec l'âge naturellement. Puis moi, je regarde un peu dans ma jeunesse, puis j'ai toujours voulu partir des projets, whatever, avec mes amis, toujours. Genre, moi, j'avais commencé, donner un petit backstory, j'ai commencé à acheter des jeux vidéo rétro des années 80-90. Je faisais le tour des pawn shops puis des marchés aux puces dans l'optique de le revendre avec un profit. Tu sais, pas juste pour genre gamer, là. C'était vraiment juste obtenir une collection puis de négocier au pawn shop, genre, peux-tu me faire un deal sur 5 cassettes, t'sais. Mais ça m'amenait du... C'était le fun, là, c'était cool, là, c'était vraiment nice. Puis je pouvais inclure mes amis là-dedans aussi. Puis ça, c'était le fun. Puis après, on avait parti une chaîne YouTube, puis c'était créatif. Fait que, c'est juste des idées de même. Puis le nombre d'entrepreneurs Ah qui disent hey, « Moi, j'ai parti ça, puis aujourd'hui, ils ont un succès monstre. » Ben c'est parce qu'ils incarnent ce qu'ils font, ils aiment ce qu'ils font, ils sont passionnés. Tu n'as pas le choix d'avoir cette passion-là. Puis je me rappelle, à l'époque, David, qui était le fondateur de... qui est le fondateur de Loop aujourd'hui, puis de Rise à l'époque, moi, il m'inspirait beaucoup. Puis il avait dit à un moment donné, parce que les gens ils disaient « Ah, je vais être en entrepreneuriat comme toi, je veux faire ce que tu fais. Ce serait quoi tes conseils? » Puis il disait « Mon premier conseil, c'est... faites quelque chose que vous aimez. Puis après, ça va se développer dans une business. Puis les gens, c'est vrai que souvent sur les réseaux sociaux, on voit, bon, là, je suis tannée de mon travail, j'ai envie de me partir en affaires, mais j'ai pas d'idées. Avez-vous des idées pour moi? Moi, quand je vois ça, je me dis, erreur. Oubliez ça. Erreur. Oubliez ça. C'est pas la bonne question. Tu vas peut-être partir, mais en même temps, on dit erreur. Peut-être cette personne-là va partir comme ça, puis à un moment donné, elle va pogner un autre filon, puis elle va partir ailleurs. Mais, puis je pense que notre discours invite les gens qui aiment être dans le salariat, mais d'un autre côté, ils se disent comme toi, hey, je tripais d'acheter des trucs, les revendre, ou j'ai parti une chaîne YouTube pour le fun, je fais des vlogs, je trippe, je fais pas d'argent, mais je m'amuse, puis à un moment donné, tu fais, coudonc, les vues. J'ai pas mal de vues, ça augmente. Les vues augmentent, Puis là, ça te motive, puis là, t'avais du jus pour faire quelque chose quand t'avais zéro résultat ou t'avais zéro objectif. Imagine ce que tu peux faire si en plus t'amenais de l'argent avec ça. Ça te propulse. Fait que moi, ma perception de l'argent, pour vrai, j'ai un beau contrat qui rentre, par exemple, ben comme, yes, je vais pouvoir m'empocher tel montant. Non, c'est quel équipement qu'on achète, genre, ou quelle personne qu'on implique dans le projet. Ça m'amène du bonheur, puis évidemment, je paye mes factures avec ça, mais j'ai pas la perspective de déposer tel montant dans mon compte chèque. C'est vraiment comme un outil, comme un marteau. Tu le réutiliser puis tu réinvestir. Fait que c'est de changer un peu sa mentalité face à ça, je pense. Puis ça aide. Puis pour le podcast, c'est le même thought process. J'ai parti d'une passion. Dans le temps, j'avais une entreprise d'impression. J'étais démotivé, ça ne me tentait plus de faire ça. J'ai arrêté ça. Qu'est-ce que je peux faire pour me réinventer, tu sais? Puis créer du contenu en même temps. Fait que j'ai décidé de partir mon podcast. Je faisais ça chez nous pendant la pandémie. Fait que j'ai créé un espace qui était sécuritaire avec mon invité et tout ça pour faire des podcasts. Parce que ce que j'aimais faire, c'est justement aller prendre un café au Starbucks avec des gens sur LinkedIn pour discuter avec eux. Là, je me disais, hey, je pourrais faire ça, mais en plus créer du contenu en même temps, tu sais. Là, découvrir des... Puis vraiment, ça a été insane, les opportunités que j'ai reçues rapidement. Là. Après, comme... tu sais, rapidement. T'sais. Après 50 épisodes, quand même. Là. 50 épisodes publiés à chaque jeudi, constant. Chaque jeudi midi, right? Puis là wow, t'as une belle opportunité. Puis là, c'est là que j'ai commencé à lancer mon entreprise Visa Media, mon agence. J'ai pas fait le contraire. J'aurais pu dire, je lâche mes services de marketing ayant aucune expérience. Non, j'ai créé puis j'ai produit 50 podcasts. Fait que j'ai pu faire mes erreurs, mes essais-erreurs. Puis ensuite, pouvoir charger en conséquence par rapport à ça. Mais, fait que ouais, je pense que les gens, ils sont très, très, très... Je veux me partir en affaires, mais il faut que je fasse de l'argent direct, là.
Mais ça marche pas de même. Quand tu pars une business, malheureusement, ça vient avec le temps. Mais Oui, puis ça ne durera pas si tu as envie de le faire pour faire de l'argent. Puis, ouais, c'est en ça fait, on l'affaire. dit ça, pour nous, c'est banal, mais le nombre de gens... moi, j'ai déjà été embauchée dans une entreprise, puis lorsqu'ils ont lancé l'entreprise, eux autres, ils pensaient que le chiffre allait rentrer. Le chiffre ne rentrait pas. Excuse, il faut te laisser aller, Christine. Dans ma tête, je me disais, mais comment tu pouvais penser que tu lançais une business puis que ça allait rentrer comme ça? C'est pas comme ça fonctionne. Les clients rentrent tout seuls par... ouais. Non, c'est ça. Puis dans ton cas, ce que je trouve beau, en fait, ça vient appuyer ce qu'on dit depuis tantôt, c'est que tu as quand même fait 50 épisodes avant qu'il y ait un déclic qui se passe. Mais tes 50 épisodes, fallait bien que tu sois passionné. Fallait bien que tu tripes, puis que tu aies du plaisir, puis que tu dis, ça me tente de faire ça. Ah ouais. Puis le 100%. jour où ça ne te tentera plus, ben, tu vas peut-être l'arrêter, tu vas peut-être évoluer vers autre chose, ça va peut-être être un autre studio, ça va peut-être avoir une co-animatrice ou un co-animateur, je dis n'importe quoi. Oui, c'est drôle que tu en parles parce que là, je suis comme, OK, c'est quoi l'évolution du podcast? Ben, je veux automatiser le plus possible. Fait que, tu sais, jusqu'à 100 épisodes, 115, c'est moi qui faisais la production. Puis là, ben, Antoine, il le fait maintenant. Fait que juste ça, moi, là, je peux me concentrer sur mes entrevues, sur les pistes de questionnement, créer du contenu intéressant, amener des sujets intéressants. Tu sais, ça, c'est ça qui me motivait moins, setuper les caméras, setuper le micro et tout ça. Fait que, tu sais, c'est comme, je me concentre sur ce que je veux faire. Puis éventuellement, peut-être que moi, je suis le host, mais pourquoi pas, je vais avoir un co-host que je n'aurais pas besoin d'être présent pour faire des entrevues, tu sais. Fait que c'est une évolution constante. Puis c'est ça qui est le plaisant dans l'entrepreneur. Tu as tellement de flexibilité, tu fais ce que tu veux. Puis ça va fonctionner par lui-même si tu es capable d'amener les efforts nécessaires. Oui, puis ça dépend de ton domaine aussi. Moi, ouais, j'ai commencé, nombre de contrats que j'ai fait bénévolat. Ben oui, pro bono. Pro bono, pour me faire voir, pour la visibilité, pour tester. Comme tu dis, au début, j'ai fait 50 épisodes d'essai-erreur. Aujourd'hui, les gens voient le podcast. Wow, c'est donc bien cool, c'est cool, ces invités sont set-up. Mais les gens oublient qu'on a parti de quelque part. Puis je ris parce que c'est toujours ça. Wow, c'est cool ce que tu as mis en place, c'est super le fun. Puis ouais, mais j'ai parti de zéro là, à un moment donné. Puis je me suis lancée, puis j'ai essayé, puis c'était pas parfait. Non, c'est exactement ça. Christine, maudite belle discussion qu'on a eue. Ouais. J'aimerais vraiment qu'on se fasse un part 2. Avec plaisir, Souvent, vraiment. je propose ça aux 6 mois. Fait que un part 2, c'est une nouveauté, puis juste parler entrepreneuriat. J'ai plein de sujets, j'ai plein de capsules qu'on va pouvoir segmenter. Fait qu'on arrive à la fin de l'entrevue, finalement. J'ai 2 questions pour toi. OK. Donc, la première question, un conseil que tu donnerais à une Christine de 20 ans? Je lui dirais... lâche pas. Évidemment, ça fit avec ma personnalité. Mais je pense que je lui dirais, fais ce que tu as envie, fais ce que tu aimes, puis les opportunités vont se mettre en place. Puis ça va être correct. Je pense ça va bien se passer. On va tout ça, on se dit tout ça, ça va être correct. Tu vas être correct, inquiète-toi pas. Oui, puis c'est intéressant, je voulais peut-être en parler tantôt, mais faut pas hésiter à aller chercher de l'aide dans le sens, tu sais, juste niveau personnel, anxieux, whatever, mais chercher de l'aide dans son entreprise. Tu sais, moi, j'avais souvent la mentalité d'être tout seul, puis de grind tout seul, puis c'est toxique dans une certaine manière parce que t'es juste... toi, tu penses que tu offres le meilleur service, le meilleur produit au monde, puis là, finalement, ben, t'es peut-être confronté à... c'est pas le cas. Ça fait que tu t'impliques une autre personne dans ton projet, tu lui donnes des conseils, d'être capable de prendre la critique, mais là, tu peux améliorer ton offre puis peut-être aller chercher d'autres choses. Fait que je pense que oui, d'aller chercher de l'aide, c'est important d'après moi. Je pense que tu n'as pas le choix, en fait. Autant au niveau professionnel et personnel. Puis en même temps, je dis que tu n'as pas le choix, mais on l'a peut-être fait les deux. Au début, tu grindes tout seul, comme tu dis, tu le fais. Puis à un moment donné, c'est pas obligé du jour au lendemain d'embaucher quelqu'un à 30 heures semaine. Tu prends quelqu'un, tu prends une pigiste, quelqu'un d'expérience. Moi, je travaille avec quelqu'un depuis, je pense, ça fait 2-3 ans. Je l'amène sur tous mes projets. On tripe ensemble. Je lui fais confiance. Elle peut avoir mes codes d'accès. J'ai aucun souci. Fait que pour ça, c'est important. Ou les moments, tantôt, je te parlais d'équilibre, les moments où je suis loadée, je vois plus clair, bien, c'est pas vrai que je peux tout faire. Donc, j'ai besoin de quelqu'un me déléguer. Puis au niveau perso, l'entrepreneur a besoin de parler à quelqu'un. Puis c'est pas facile de parler de ça parce que moi, je suis une ancienne intervenante. Donc, l'ancienne intervenante qui va chercher de l'aide, c'est dur, mais en même temps, c'est juste une discussion avec quelqu'un. Tu sais, à toutes les 2 semaines, comment tu vas? Qu'est-ce qui se passe? Hey, ton contrat de tel truc, qu'est-ce qui s'est passé finalement? Puis ces gens-là, tu discutes, puis t'amènes une piste, puis c'est comme si... Des fois, c'est un mot, c'est une phrase que la personne m'a dit, puis ça vient de changer tout mon quotidien. Puis les entrepreneurs, je pense qu'on est un peu comme les artistes. Oui. Les émotions, c'est aussi en montagne russe. Des fois, tu es sur un « les contrats, tout ça », des fois, ça va pas du tout. Il faut avoir quelqu'un ou quelque chose de l'extérieur qui te ramène. C'est pas juste aller en nature une fois de temps en temps. Fait que tantôt, tu parlais d'équilibre. Bien, évidemment,
le suivi, je sais pas si c'est psychologique ou l'intervention ou de parler avec quelqu'un, c'est primordial. C'est primordial. Puis pour se garder motivé, puis en ce moment, c'est ça, je collabore beaucoup avec Rosalie Piché, qui a une agence aussi. Puis on travaille sur plusieurs mandats ensemble. Puis fait que c'est motivant. C'est comme, OK, on a des problèmes, on en parle. On a des wins, on en parle. C'est le fun. T'sais. Fait que j'avais un autre sujet tantôt que je voulais vraiment absolument aborder avant de finir l'entrevue, qui est, tu connais sûrement le concept que, OK, tu es la moyenne des 5 personnes qui te côtoient. OK. Bien, tu es la moyenne des 5 personnes que tu côtoies le plus souvent. Comment tu vois ça dans l'aspect de vie familiale? Tu as des gens toxiques, force dans la famille, puis tu as des amis qui le sont peut-être aussi. Comment tu vois ça? Genre, c'est-tu correct, mettons, d'avoir des amis qui ne sont pas entrepreneurs, qui ne partagent pas ta vision? Bien, tout à fait. Mais il faut que ces amis-là aient une ouverture et un intérêt. Donc, ça, on pourrait faire un podcast complet là-dessus, mais évidemment, avec le temps, malheureusement, j'ai dû enlever des gens de ma vie. C'était des gens qui étaient là depuis le secondaire, mais c'est des gens qui, aujourd'hui, sont tellement loin de moi et de ma réalité. Puis lorsque moi, je commence à parler, lorsqu'on me pose la question « Comment tu vas? Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ta vie? » Moi, je tripe, je parle des contrats. Souvent, je vais étourdir beaucoup de gens. Je me suis rendu compte avec le temps, des gens... Dans leur rétroaction? Dans leur mode de vie, eux autres... Puis c'est pas... Moi, je pense que tout le monde a sa place, tous les métiers ont leur place. Il n'y a rien de plus ou de moins, mais j'ai réalisé avec le temps que quelqu'un qui est fonctionnaire, par exemple, qui a sa petite vie, qui n'a pas de passant, qui n'a pas envie de mettre rien de l'avant, qui fait ses petits trucs, le week-end, on vit, puis on a du fun, c'est correct. Puis oui, puis je trouve ça beau, mais ça coule pas, en fait... Je pense qu'une relation, il faut donner, mais il faut aussi recevoir. Puis avec le temps, bien, il y a un ménage qui se fait. C'est sûr que la famille, on est pris avec. Bien, c'est ça l'affaire. Parce que les amis, c'est plus facile. Oui, oui. Tu as un Manon qui sort, tu sais, que tu es forcé au souper de Noël de le rencontrer. Ça, c'est une bonne question. Genre, qu'est-ce que tu fais, genre? Oui. Bien, en fait, c'est sûr que ça a été difficile pendant plusieurs années. Mais à un moment donné, moi, j'ai réalisé qu'en étant moi-même, parce qu'au début, tu as envie de fonder dans la masse, tu as envie d'être comme tout le monde. Apprécié, parce que quand tu es comme tout le monde, ben, tu es valorisé, tu es apprécié. Puis à un moment donné, j'ai réalisé, en étant moi-même, en étant la personne marginale que je suis, coudonc, je changeais les autres ou je changeais leur perception ou je venais les toucher. Ça, à un moment donné, quand j'ai réalisé ça, ça m'a propulsée. Puis moi, je suis moi-même, même si mon père ou mon frère ou ma sœur à la table, eux autres, ce sont tous des fonctionnaires, ils ont leur fonds de pension et tout. Moi, je suis là, puis je suis comme, OK, j'aurais peut-être pas de fonds de pension, mais moi, je tripe tous les jours de ma vie, puis je fais ce qui me tente, puis on a une vie à vivre, puis on a juste des façons différentes de voir les choses. Puis moi, mon discours qui va heurter peut-être les gens qui veulent leur retraite, bien, tu te rends compte que tu les fais rêver, tu les inspires. Eux, ils m'inspirent à placer des sous puis à être OK dans mes finances, mais moi, je les inspire parce que sont comme, c'est donc mes tripes. Moi, je me rappelle, il y a une amie du secondaire, anecdote très courte, on était en train de déjeuner, puis elle me disait, c'est tellement fou, Christine, que tu travailles dans ce qui te passionne. Puis quand elle m'avait dit ça, ça m'avait tellement marqué parce que j'étais comme, ben, c'est pas supposé d'être la norme de faire un boulot qu'on aime, tu sais. Puis c'est pas la norme, en fait. Ouais. Tu te rends compte c'est un concept c'est qui pas est... la norme. Puis avec le temps, tu sais, je pense que de plus en plus, il faut que tu t'entoures des gens qui te ressemblent. Puis c'est ça qui va te propulser, qui va t'aimer, qui va t'aider à aller plus loin. Ça veut pas dire que demain matin, il faut que tu fasses le ménage de tout le monde. J'ai des amis qui ont un 9 à 5 qui sont super, mais qui sont intéressés dans ce que je fais, qui me suivent, qui veulent... Je pense que c'est vraiment ce que tu reçois, en fait, qui va déterminer... C'est une relation, il faut que ça vienne des deux bords, exactement. Ouais. C'est ça. C'est vraiment intéressant. Merci beaucoup pour cette réponse-là. Dernière petite question pour toi, Christine. C'est quoi l'impact que tu vas avoir sur la société, sur les gens autour de toi? Au bout de la ligne, qu'est-ce que tu vas avoir comme impact? Wow! Bien, j'ai dit une petite question, là. Prends le temps de répondre à une grosse question. Là. Une grande question. Excuse-moi, on va couper ça. On l'entendra pas dans le micro. OK. Attends, tu me reposer ta question? Correct. C'est fou, man. Si je suis plus capable du son en background, même si on ne l'entend pas, c'est tellement gossant dans les entrevues. Là. Ben là, c'est parce que tu m'as posé une question à 1000$, là, mais le bruit d'habitude, ça m'aurait pas dérangé. Ah ouais, c'est une question à 1000$. Mais c'est vrai que c'est une grosse question, c'est pour ça que je la mets en dernier. Fait que Christine, j'ai une dernière grosse question. Prends le temps de répondre à cette question-là. C'est quoi l'impact que tu vas avoir sur la société québécoise ou même toi personnellement, l'impact que tu vas avoir
chez les gens qui t'entourent? C'est une super belle question de fin. Je pense que l'impact que j'ai envie d'avoir, c'est de partager ce que j'ai envie de transmettre aux gens, que ce soit par la médecine au naturel, que ce soit en étant philanthrope et en aidant des causes d'enfants malades. Je pense que j'ai envie d'être impliquée dans la communauté, j'ai envie de changer les paradigmes parce que j'ai un petit peu ce côté-là, évidemment, avec la médecine au naturel. J'ai envie d'ouvrir les horizons, en fait. Je dis toujours dans mes formations d'ouvrir le champ des possibles, mais c'est aussi ça dans ma vie, au quotidien, avec tout ce que je touche, c'est d'aider les gens, d'être présente, puis si je suis capable de faire un impact ou de dire quelque chose qui peut aider quelqu'un à cheminer, ben moi, ça va être une mission réussie. C'est vraiment une belle fin. OK. Où est-ce qu'on peut te contacter? Yes, on peut me contacter sur Instagram, Christine Gratton, aromathérapeute, Vivace Holistique. Mon site web, vivaceholistique.ca, LinkedIn aussi, Facebook, Christine Gratton, aromathérapeute ou Vivace Holistique. On tape mon nom ou le nom de l'école, vous allez me trouver. Cool, merci. T'as-tu aimé ton expérience? J'ai adoré, merci vraiment. Alright. On se refait un autre part 2 bientôt. Avec plaisir. Merci. Merci. Hey, salut, ça fait déjà la 2e fois qu'on se voit dans cette même vidéo-là. Donc, merci de ton attention, puis merci de ta discipline, parce que c'est un mince pourcentage des gens qui sont capables d'écouter du début de l'épisode jusqu'à la fin. Donc, merci beaucoup de ta discipline. Ça démontre énormément de motivation de ta part et bien sûr d'un aspect important de l'entrepreneuriat que oui, la motivation, c'est important, mais la discipline, c'est encore plus important. Donc, merci de ton attention. La meilleure manière que tu peux me repayer pour ce podcast-là, vu qu'il est accessible à tous et gratuit, il va rester gratuit. Ça, c'est important. Notez-le à quelque part. Je tiens qu'il reste gratuit, accessible à tout le monde. En fait, c'est tout simplement de repartager le podcast dans des Instagram Stories, d'en parler avec tes amis, d'envoyer le lien à tes amis. Hey, Mathis, va donc écouter cet épisode-là. C'est super intéressant. Ça vaut de l'or. Puis, ça va me permettre d'aller faire croître le podcast à un niveau exponentiel. Donc, merci beaucoup pour ton aide et ton intérêt pour le podcast. Et bien sûr, on se revoit la semaine prochaine dès jeudi midi pour un nouvel épisode. Donc, bonne journée à toi. You don't always get to choose in this life, win and lose in this life. But I'ma prove in this life, we can move in this life.